Bueno, tenemos a continuación a Vincent Droguet del Museo del Castillo de Fontainebleau, que es desde el año 1992 conservador del patrimonio en el Inventario General de la Región Centro de Francia y desde el año 2003 conservador del mencionado castillo. Asimismo, desde el 2012 es profesor de la asignatura de Renacimiento Europeo en la Escuela del Louvre en París. Trabaja de manera especial sobre arquitectura del Renacimiento francés y el número de sus publicaciones sobre la materia es de extraordinario interés, así como las realizadas sobre temas afines. En esta ocasión tratará el sugestivo asunto de las copias en bronce de la antigüedad encargadas por el rey Francisco I. Muchas gracias. Merci pour cette présentation. Je dois tout d'abord vous présenter mes excuses. Je suis incapable de faire cette communication en espagnol, parce que c'est une langue que je n'ai pas apprise. Et je suis incapable aussi de faire la présentation en anglais, puisque c'est une langue que j'ai apprise très mal. Donc je suis obligé de faire cette conférence en français. Et je dois remercier le musée de sculpture national de Valladolid, et spécialement Madame Bolaños, de m'avoir invité à parler de ces bronzes réalisés pour François Ier au château de Fontainebleau. En 1981, Francis Haskell, professeur d'histoire de l'art à Oxford, et Nicolas Penny, qui était alors conservateur à l'Ashmolean Museum d'Oxford, publiaient Taste and the Antique, un ouvrage qui devait paraître en France seulement 7 ans plus tard, un délai quasi miraculeux pour l'édition française, sous le titre « Pour l'amour de l'antique, la statuaire gréco-romaine et le goût européen ». Le livre, d'une importance fondamentale pour l'histoire de l'art, est divisé en essais et en notices consacrés à plus d'une centaine d'antiques particulièrement célèbres. Il s'ouvre de manière très symptomatique par un chapitre intitulé, en référence à l'expression de Giorgio Vasari, « Une nouvelle Rome ». Et ce chapitre rappelle, comme un acte fondateur, l'entreprise exceptionnelle lancée par François Ier, que vous voyez sur l'écran dans un de ces fameux dessins de Chantilly, une entreprise lancée par François Ier dans les années 1540 et confiée à l'italien Francesco Primaticcio, que l'on connaît en France sous le nom de Primatis, dont vous voyez l'autoportrait présumé sur la droite de l'écran. Entreprise qui consista dans la réalisation d'une série de copies à grandeur des plus fameux antiques romains. On peut situer le premier épisode de cette aventure exceptionnelle en février 1540. À cette date, François Ier chargea Primatis de se rendre à Rome afin, dit le texte qui charge Primatis de cette mission, afin, je cite, de pourtraire, c'est-à-dire de dessiner, plusieurs médailles, tableaux, arcs triomphaux et autres antiquailles exquises y étant, que nous désirons voir aussi choisir et adviser celles que nous pourrons recouvrer et acheter. La mission confiée par le roi à Primatis, à ce peintre bolonais qui travaillait à son service depuis 1532, avait donc pour but à la fois de rapporter ce que nous appellerions une documentation sur les antiquités romaines sous forme de dessins, mais également de repérer certaines pièces qui pourraient être acquises et qui viendraient ainsi enrichir la collection royale qui était alors presque totalement dépourvue d'antiquités. Primatis va être rappelé en France après la mort de Rosso Fiorentino en novembre 1540 et il revient au début de l'année 1541 à la tête d'un certain nombre de pièces antiques. Vasari nous dit qu'il aurait acquis 125 pièces antiques, mais il est possible que dans ce nombre, il y ait eu des médailles également ou des monnaies. Et il revient également à la tête d'un certain nombre de dessins
d'après les antiques romains. Parmi ces dessins de Primatis, un certain nombre représentant des antiquités peuvent être mis en relation, sinon avec cette mission de 1540 spécifiquement, du moins avec ce type de préoccupation de la part de l'artiste. Ici, je vous montre un dessin qui est conservé au département des arts graphiques du musée du Louvre, qui représente trois statues antiques de femmes drapées et qui a été montré à l'exposition Primatis en 2004 à Paris, la grande exposition du Louvre consacrée à Primatis. Quant aux antiquités elles-mêmes que Primatis aurait rapportées de cette première mission, nous ne sommes pas plus précisément renseignés sur leur compte que sur celles qui devaient arriver à Fontainebleau dans les années à venir. On peut toutefois imaginer que parmi ces antiques acquis sur le marché romain par Primatis pouvaient se trouver des pièces comme les 2 masques de marbre blanc que vous voyez ici à l'écran, d'une qualité splendide, qui devaient être par la suite sorties sous le règne de Henri IV en 1601, donc probablement une 60aine d'années après leur acquisition, sorties de la chambre des antiques, nous dit un document ancien, afin d'être placées sur la face externe de la porte du baptistère que vous voyez en partie basse de l'écran, une porte qui devient, sous le règne de Henri IV, la porte monumentale d'accès au château de Fontainebleau. Primatis devait repartir quelques mois plus tard, après cette première mission, il devait repartir pour Rome, afin cette fois d'y prendre des moulages des grandes statues antiques conservées pour la plupart au Vatican dans la collection pontificale. Vasari, dans la vie de Primatis, cite ainsi la statue de Commode, c'est-à-dire l'Hercule Commode, la Vénus du Belvédère, le Laocoon, que vous voyez ici à l'écran dans une gravure ancienne, le Tibre, le Nil et la statue de Cléopâtre, c'est-à-dire l'Ariane, que vous voyez également sur cet écran. Et Vasari nous dit que Primatis devait prendre des moulages de ces sculptures qui sont au Belvédère, donc dans la collection pontificale, pour les jeter en bronze, c'est-à-dire pour en tirer des bronzes ultérieurement. C'est ainsi que devait arriver à Fontainebleau, au cours de l'année 1542, 133 caisses contenant des médailles, des figures de marbre antique et aussi, je cite toujours un texte ancien, aussi plusieurs moules en plâtre moulés à Rome sur autres figures antiques que maître Primatis de Bologne, peintre ordinaire du roi, a été quérir à Rome. Les opérations de moulage avaient été placées sous la responsabilité de Jacopo da Vignola, connu en France sous le nom de Vignol, qui à l'époque avait déjà commencé une brillante carrière d'architecte et qui avait été recruté par Primatis pour ses compétences dans le domaine du maniement du métal. Je vous montre ici un portrait de Vignol bien après cette réalisation des bronzes, un portrait par Federico Zuccaro. Vignol, accompagné de son aide Francisco Ribon, fondeur, va faire également le voyage de Fontainebleau afin de superviser les opérations délicates du passage des creux à la fonte. Et Vignol devait rester en France sans doute jusqu'à l'été 1543. En effet, dès 1543, les bronzes étaient réalisés à Fontainebleau à partir des moules rapportés de Rome. Et l'on trouve dans les comptes des bâtiments du roi, qui ont été publiés dans la deuxième moitié du XIXe siècle, plusieurs traces des opérations nécessaires à ce travail délicat. On trouve des mentions de paiement pour la réalisation des bronzes à partir des moules rapportés par Primatis de Rome. Les creux pris à Rome, sans doute endommagés lors du transport, furent remis en état avant d'être utilisés pour en tirer des plâtres qui allaient constituer les modèles de référence
et allaient eux-mêmes permettre de réaliser les moules de fonderie utilisés pour la fonte proprement dite. Cette opération a été réalisée dans un atelier de fonderie installé dans le château de Fontainebleau. Mais on ne sait pas où se trouvait cet atelier de fonderie. On a une lettre de Primatis à Catherine de Médicis qui date de 1565, donc bien après cette opération, plus de 20 ans après, qui fait allusion à ce premier atelier de fonderie, mais sans indiquer son emplacement. Cette lettre, en italien, puisque Primatis et la reine Catherine de Médicis étaient tous les deux italiens, donc ils s'écrivaient en italien, dit ceci. C'est une lettre donc du 24 avril 1565. Scrisse già fa molto tempo che io facevo fare a Fontanableo 4 grandi figure di bronzo per la sepoltura. La sepoltura, c'est le tombeau de Henri II, auquel Primatis était en train de travailler. E ch'io rifacero il forno al luogo dove, al tempo del gran re Francesco, si gestorono molte figure. Qu'ora son nel giardino della vostra maestà. Di poi trovai che al detto luogo ci erano molti telari da far tappezzerie, e così mi risolvi di fare il detto forno altrove. Donc là, Primatis écrit à la reine qu'il a voulu réutiliser le four qu'il avait utilisé pour réaliser les bronzes de François Ier. Il a voulu le réutiliser dans les années 1565 et il a trouvé le lieu occupé par des tisserands en train de faire des tapisseries. Et donc, ça prouve au moins qu'il y avait un atelier de tapisserie à Fontainebleau en 1565 et il a été obligé d'installer son four ailleurs. Mais il ne nous dit pas où se trouvait le premier emplacement de fonderie pour les bronzes. Dès le mois de décembre 1543, l'ambassadeur de Ferrare, Alfonso Calcagnini, pouvait écrire à son souverain, le duc de Ferrare, qu'il avait vu, en compagnie du roi, de Madame d'Étampes, c'est-à-dire Anne de Pisseleu, la favorite du souverain, et du cardinal de Tournon, les bronzes qui étaient encore en atelier, mais qui étaient déjà presque achevés. L'ambassadeur cite d'ailleurs explicitement la Vénus et souligne que François Ier l'avait plus particulièrement désignée avec malice à la duchesse d'Étampes, sa favorite. À la fin de l'année 1543, les bronzes tirés des moules rapportés par Primatis étaient donc en cours d'achèvement et le roi pouvait les montrer dans une visite semi-officielle à des diplomates. Durant les années suivantes, Primatis devait encore retourner à Rome à plusieurs reprises, y faisant de nouveau prendre des creux d'autres antiques, en s'adjoignant toujours la collaboration de Vignolles, mais de ces campagnes suivantes, il est difficile de savoir précisément ce qui devait être transcrit en bronze. À cette campagne de fonte de 1543 peuvent donc être rapportés avec assurance, sur la foi des documents, l'Apollon, Apollon du Belvédère, la Vénus, également Vénus du Vatican, l'Hercule Commode, le Laocoon et l'Ariane, dite aussi souvent Cléopâtre. Les copies, d'après les satires della Valle, vous voyez sur l'écran le fameux dessin de Martin van Heemskerk montrant la cour du palais della Valle avec les satires en marbre originaux, et sur la droite, la cheminée de la salle de bal de Fontainebleau avec des copies plus tardives de ces satires. Les satires della Valle, donc, qui avaient été moulés également à Rome, ont sans doute été jetés en bronze un petit peu plus tardivement, peut-être sous le règne de Henri II, puisqu'ils ne vont prendre place dans la cheminée de la salle de bal que sous le règne de Henri II dans les années 1550.
Ces bronzes, d'après les satires d'Ella Valle, ont disparu pendant la Révolution française, ils ont été fondus pendant la Révolution française, et ce que vous voyez sur cette photo sont de nouvelles copies réalisées dans les années 1960 à partir des antiques qui sont aujourd'hui au Capitole. C'est peut-être encore lors de la campagne de 1543 qu'on jeta en bronze également la statue du Tibre. Le Tibre dont vous voyez une photo en bas, mais aujourd'hui il s'agit d'un moulage en résine teintée, puisque le bronze de François Ier a lui aussi disparu dans les fontes révolutionnaires. Il nous en reste, enfin il reste du bronze original, un dessin très caricatural que vous voyez en partie haute, un dessin réalisé par un voyageur hollandais dans les années 1580 qui s'appelle Arnold van Buchel et qui nous a également laissé un tout petit dessin représentant une des sphinges qui également avait été fondue en bronze à partir de l'original romain. Ces sphinges ornaient un escalier, comme vous le voyez dans la partie basse. Elles ont été fondues au moment de la Révolution et nous en avons comme témoignage simplement des gravures et le dessin que vous voyez dans la partie haute de l'écran. Ces dessins de Van Buchel sont conservés dans la bibliothèque de la Rijksuniversiteit d'Utrecht et ils ont déjà été publiés naturellement par Sylvia Pressuir, dont le grand article du bulletin monumental sur les fontes de Fontainebleau, publié en 1969, reste encore tout à fait d'actualité. Faut-il également rattacher à cette campagne de fonte d'après des antiques les bustes qui ornèrent pendant longtemps la face intérieure de la porte du baptistère et qui reprennent des prototypes antiques? Rien ne permet de l'affirmer. Et ces bustes restent en fait très mal connus, alors que leur présence est attestée à Fontainebleau dès le début du XVIIe siècle. On ne s'est véritablement jamais penché sur ces bustes et on ne sait pas du tout s'ils ont fait partie des campagnes de fonte de Primatis à partir des antiques romains. Faut-il également adjoindre à cette campagne de 1543 la copie du Mercure dont l'original est aujourd'hui aux offices, mais qui se trouvait alors dans les collections pontificales? Pour Geneviève Bresque, cette fonte qui se trouve dans la Galerie des Serres également à Fontainebleau, cette fonte est différente des autres et elle aurait pu être acquise directement à Rome et non pas réalisée à Fontainebleau à partir de moulage. Quant au Nil, dont je vous montre ici l'original au Vatican, quant au Nil, il avait fait l'objet, lui aussi, d'une campagne de moulage en 1545, mais il a été seulement tiré en plâtre à Fontainebleau et on n'en a jamais exécuté un bronze. Donc certains moules ont été on en a ensuite tiré des bronzes, pour d'autres, on s'est contenté de les tirer en plâtre, peut-être dans un premier temps, et on n'est jamais allé jusqu'à la version en bronze. Théoriquement conçus pour être des copies absolument fidèles et à la même échelle que les antiques eux-mêmes, les bronzes de Fontainebleau présentent en fait des caractéristiques et des variantes qui leur confèrent une certaine originalité. Si l'on prend par exemple le cas du Laocoon, on s'aperçoit qu'à l'époque où Primatis a pris ses empreintes, a pris ses moules, c'est-à-dire en 1541, le Laocoon avait été en partie complété et restauré par le sculpteur Montorsoli, probablement vers 1538. Et Montorsoli avait restitué un bras au Laocoon tel qu'on le voit sur cette gravure. Or, Primatis et ses aides n'ont pas moulé ce bras. Alors, est-ce qu'ils ont obtenu la possibilité de démonter la restauration de Montorsoli? Ça me paraît absolument impensable. Est-ce qu'on s'est arrangé pour ne mouler que la partie antique dans une espèce de souci archéologique?
Ça n'est pas du tout impossible. Et c'est intéressant à un tel point que lorsque, au XXe siècle, on a retrouvé ce qui est considéré comme le bras authentique du Laocoon, qui a une position très différente, il a fallu venir à Fontainebleau pour mouler l'épaule, puisque l'épaule avait été entamée au XVIIe siècle pour refixer le bras de Montorsoli, lui donner une position différente. Donc on a toujours sur le bronze de Fontainebleau, peut-être le voyez-vous, une espèce de tracé à la craie qui montre la partie qui a été moulée au XXe siècle, le bronze étant considéré d'une certaine façon comme plus fiable, plus original que l'original en marbre lui-même. Pour ce qui est de l'Apollon du Belvédère, on voit que notamment le bras gauche et le vêtement ont été fondus à part et ils sont payés spécifiquement à part dans les comptes à un sculpteur qui s'appelle Pierre Bontemps et qui travaillera évidemment beaucoup pour François Ier et pour Henri II. On voit parfaitement la soudure, la couture du bronze à cet endroit. Ce qui est intéressant de noter également, c'est que dans la première version du bronze, on peut dire, Primatis n'avait pris, là encore, que ce qui était assurément antique. Et le marbre antique avait été, à l'époque de Primatis, complété avec des mains réalisées par Montorsoli. Primatis n'avait pas pris une empreinte de ses mains. Et la gravure de Léon d'Avant que vous avez sur l'écran nous montre un Apollon du Belvédère qui est sans doute réalisé à partir du bronze de Primatis. Les mains qui sont aujourd'hui sur le bronze de Fontainebleau ont été rajoutées au XVIIIe ou au XIXe siècle. Et vous voyez qu'elles n'ont pas du tout, évidemment, la qualité du reste de la fonte, notamment la main droite a une attitude très raide qui ne correspond pas du tout à la fonte originale. Et donc, avant le XVIIIe ou le XIXe siècle, le bronze devait ressembler à la gravure de Léon d'Avant, qui est en fait en contrepartie, mais que j'ai volontairement retournée. Donc, toujours une volonté d'être au plus proche de la vérité archéologique, d'une certaine façon, en ne prenant que les parties certaines et en évitant de mouler les parties restituées par Montorsoli. Dans le cas de la Vénus, on s'aperçoit que le bronze diffère assez sensiblement de l'original, puisque l'hydrie, le vase qui est sur la base, sur la terrasse de la sculpture, a disparu, et également le long voile avec lequel la déesse fait le geste de cacher sa nudité. Ce long voile est remplacé par une espèce de linge ou de mouchoir qui n'a pas de signification d'une certaine façon. Alors, faut-il y voir un problème de fonte? Faut-il y voir un choix esthétique? Ça, pour le coup, je ne sais pas, mais on ne peut que noter effectivement cette différence assez sensible qui rend peut-être la figure un peu plus vivante avec un mouvement dans le drapé qu'elle tient. Concernant l'Hercule commode, dont vous voyez la main démesurément agrandie sur l'écran, on s'aperçoit que la sculpture de l'Hercule commode présente sur toute sa surface un martelage à froid de toute la surface du corps qui suggère très subtilement le grain de la peau et donne à la statue une humanité que n'ont pas les figures des autres dieux avec leur surface très lisse sur laquelle glisse la lumière. Et je vous ai montré ici une photo de détail du torse de l'Apollon du Belvédère. Vous voyez que c'est une matière parfaitement lisse qui accroche la lumière de manière très différente de celle de l'Hercule commode qu'on a martelé sur toute la surface. Hercule qui tient Télèphe, l'enfant, et on a utilisé pour l'enfant un marteau plus petit de manière à avoir un grain de peau qui s'adapte aux proportions de l'enfant. Je vous le signale comme une curiosité sur laquelle je n'ai pas plus spécialement d'explication. Enfin, l'Ariane a été certainement la pièce qui a dû poser le plus de problèmes
car le bronze de Fontainebleau se trouve dans une position couchée, vous le voyez en bas de l'écran, qui n'était pas du tout celle de la figure originale. Et on remarquera d'ailleurs que la popularité de la position du bronze de Fontainebleau a été très grande, puisque c'est assez souvent cette attitude qui a été finalement copiée par la suite. Mais il y a eu manifestement de gros problèmes pour la réalisation de cette sculpture, et on s'aperçoit que les reprises à froid sont considérables sur cette sculpture, et elle présente d'ailleurs des cassures qui empêchent absolument de la transporter, de la bouger de l'endroit qu'elle occupe à Fontainebleau. Ces reprises à froid sur l'Ariane attestent donc d'une fonte problématique et viennent mettre un bémol au jugement de Vasari. Vasari qui affirmait que les fontes avaient été réalisées si habilement qu'il n'avait pas été besoin de les réparer, alors qu'en fait l'observation montre qu'elles sont extrêmement retouchées, bien entendu, à froid. Ces bronzes réalisés sous la responsabilité de Primatis pour François Ier devaient constituer la première opération d'envergure de copie à grandeur des plus célèbres antiques. Auparavant, l'Apollon, le Laocoon, la Vénus avaient fait l'objet de réductions en bronze. On peut citer bien sûr celle de l'Antico qui se trouvait dans les collections des Gonzague, ou la réduction du Laocoon réalisée par Sansovino pour le cardinal Domenico Grimani. Mais là, nous sommes face à des sculptures qui reprennent la taille de l'original. Mais curieusement, ces bronzes monumentaux qui devaient valoir à Fontainebleau le titre de Nouvelle Rome, comme selon l'expression de Vasari, la Nuova Roma, ou encore d'asile de toutes les antiquités, selon Guillaume Duchoul, ces bronzes monumentaux ne sont pas véritablement localisés au château sous les règnes de François Ier et de Henri II. On ne sait pas où ils étaient installés. Jean Guillaume et Catherine Grodecki avaient imaginé qu'ils avaient pu prendre place dans l'environnement végétal très méditerranéen du Jardin des Pins, qui avait été aménagé dans cette zone au sud-ouest du domaine à partir de 1534. Mais en fait, rien ne vient étayer cette hypothèse, une simple hypothèse de travail, et il n'y a aucun document qui permette de dire que les bronzes aient été là. Les statues de bronze, pourtant, intéressaient les architectes, puisque Sebastiano Serlio donne dans son 7e livre un contre-projet pour le bâtiment qui deviendra plus tard celui de la salle de bal. Vous voyez ce projet dans la partie haute de l'écran. C'est un projet qui devait comporter des niches afin, nous dit Serlio, d'y installer plusieurs figures d'après l'antique. Donc dès les années 1540, il y a un architecte italien présent à la cour de François Ier qui imagine de faire quelque chose de ces sculptures. C'est donc bien la preuve qu'on n'en avait pas fait grand-chose entre-temps. Il voulait donc les installer dans les niches à l'extérieur de son bâtiment, et on peut se demander à partir de là si François Ier lui-même n'avait pas eu l'intention d'installer les sculptures dans le bâtiment lui-même, c'est-à-dire dans ce qui va devenir la salle de bal de Henri II, mais que François Ier avait conçu comme une loggia à l'italienne, c'est-à-dire un espace entièrement minéral, sans décor, dans lequel, après tout, on aurait pu imaginer d'installer les bronzes réalisés d'après l'antique. J'ai eu, il y a quelque temps, l'idée un peu saugrenue de proposer d'installer les bronzes à cet endroit. Ça a été une levée de bouclier absolue de la part de mes collègues. Seule Geneviève Bresque a trouvé l'idée intéressante. Donc il faudrait peut-être revenir sur cette idée, éventuellement d'installer les bronzes dans cette grande salle qui a été décorée par Primatis un petit peu plus tard. Le seul témoignage dont nous disposions pour la localisation des bronzes sous François Ier, c'est le témoignage toujours difficile à utiliser de Benvenuto Cellini. Benvenuto Cellini qui affirme avoir vu
les sculptures de bronze d'après l'Antique dans la galerie même du roi, c'est-à-dire dans la galerie François Ier, que vous voyez en partie haute de l'écran. Benvenuto Cellini raconte en effet un épisode qui doit se situer en 1544 et qui est la présentation de son fameux Jupiter d'argent, une torchère en argent représentant Jupiter de taille humaine et que François Ier lui avait commandé. Cellini dit ceci dans son récit. « Je demandai au roi où il voulait que je misse le Jupiter. Madame d'Étampes, qui était présente, lui dit qu'il n'y avait pas de local plus à souhait pour cela que sa belle galerie, c'est-à-dire la galerie du roi. Le Bologna, c'est-à-dire Primatis lui-même, avait transporté dans cette galerie toutes ces statues antiques jetées en bronze et très bien réussies. Il les avait disposées en très bel ordre et dressées sur leurs piédestaux. Comme je l'ai déjà dit, c'était ce qu'on pouvait reproduire de plus beau parmi les antiques de Rome. » Alors l'épisode ressemble effectivement à une mise en scène de la part de Benvenuto Cellini. Il va devoir se mesurer avec l'antique. Et finalement, son Jupiter d'argent sera remarqué par le roi au milieu de ce qui est le mieux qu'on puisse faire, c'est-à-dire les sculptures antiques réalisées en bronze. Il semble bien effectivement que pendant un temps, les grands bronzes de François Ier étaient installés dans la galerie du roi. Mais ça ne pouvait pas être une localisation permanente. La galerie est trop étroite, trop surchargée de décors pour supporter également des bronzes. Il n'y a guère que les dessinateurs féconds du XIXe siècle qui ont représenté cet épisode. Je vous montre ici un petit dessin qui est conservé en collection particulière, un dessin du peintre belge Louis Gallet, qui date du milieu du XIXe siècle et qui montre Benvenuto Cellini, ici, qui ressemble à Méphistophélès, montrant son Jupiter d'argent à François Ier et à la duchesse d'Étampes, alors qu'on aperçoit dans le fond de la galerie des sculptures qui sont censées représenter les bronzes de François Ier. Donc, quoi qu'il en soit de la véracité du récit de Cellini, en fait, mis à part cette installation provisoire dans la galerie, on ne sait pas où se trouvaient les grandes figures de bronze sous François Ier et sous Henri II. Qu'est-ce qui avait bien pu pousser François Ier à envoyer Primatis pour réaliser cette campagne ? Il faut se souvenir tout de même qu'en 1540, c'est-à-dire au moment où commencent les voyages romains de Primatis, en 1540, le cardinal d'Este, Hippolyte d'Este, avait fait faire pour François Ier à Rome une copie à grandeur du Spinario. Je vous montre le dessin de Gossert ici, et puis la copie du Spinario en bronze qui est aujourd'hui à Fontainebleau, qui est véritablement la première copie à grandeur réalisée en bronze d'un grand antique. Premier cas. Mais le Spinario arriva à Fontainebleau après la décision d'envoyer Primatis à Rome. Et cette copie du Spinario n'a sans doute pas été le déclencheur de la décision du souverain. Mais tout de même, l'arrivée de cette copie à Fontainebleau a pu cependant aviver le goût du roi pour la sculpture antique. Le goût du roi pour la sculpture antique, qui connaît au moins un précédent assez étonnant, c'est que au moment de l'entrevue de Bologne, en 1515-1516, entre François Ier et le pape Léon X, que vous voyez représenté ici dans le Palazzo Vecchio de Florence, bien après l'événement, au moment de cette entrevue, le roi, si l'on en croit un ambassadeur vénitien, aurait demandé au pape de lui donner le Laocoon, c'est-à-dire peut-être la sculpture la plus précieuse de la collection pontificale. Et c'est à cause de cela qu'on aurait commandé la copie que vous voyez ici, la copie de Bandinelli, qui est conservée aux offices. Quoi qu'il en soit, il semble bien effectivement que François Ier ait essayé de s'approprier, de profiter de la situation pour demander au pape de lui donner une des sculptures antiques les plus célèbres. Est-ce que ça veut dire que le roi était particulièrement intéressé par la sculpture antique ? J'en suis pas
tout à fait certain. C'est plutôt le prestige qu'il pouvait tirer de la possession d'une telle sculpture qui l'intéressait dans cette affaire. Quel a pu être l'impact de la présence de ces bronzes à Fontainebleau? L'impact, on peut le déceler peut-être sur la manière de Primatis, déjà, sur celui qui a supervisé cette opération. Je vous montre ici un dessin représentant les cyclopes forgeant dans la forge de Vulcain, un dessin préparatoire à une composition peinte pour le cabinet du roi. Et là, les musculatures, les attitudes peuvent nous rappeler effectivement quelques éléments du groupe du Laocoon. Mais là où l'impact est sans doute plus net, ainsi que l'a bien montré Flaminia Bardati il y a quelques années, c'est dans les visages des thermes, des géants qui supportent la grotte des Pins à Fontainebleau. Vous voyez qu'en réalité, ces physionomies sont toutes différentes et qu'elles reprennent, alors évidemment très érodées par le temps, parce que la pierre a été très abîmée, elles reprennent les physionomies des sculptures, des bronzes réalisés à partir des antiques. Un des satyres reprend la physionomie des satyres della Valle, et cette figure reprend l'attitude douloureuse de la figure de Laocoon. Donc il y a eu manifestement un impact direct sur la création Bellifontaine au moment où ces bronzes sortaient de l'atelier. L'impact sur Benvenuto Cellini, et notamment sur son grand projet pour la porte dorée, la grande porte du château, alors, où il prévoyait de remplacer les colonnes par des faunes en bronze de grandeur colossale, dont on a un témoignage, et d'autres encore, à travers le dessin de la collection Woodner. Est-ce qu'on peut y voir une influence des bronzes? Ça n'est pas certain. Mais Cellini a dû être quand même marqué, malgré tout, par la présence de ces grands bronzes. Après l'utilisation des moules à Fontainebleau par Primatis pour en tirer les bronzes, ces moules vont avoir une deuxième vie, en quelque sorte, ou auraient pu avoir une deuxième vie, d'une certaine façon. Puisque en 1549, le sculpteur milanais Leone Leoni a persuadé la gouvernante des Pays-Bas, Marie de Hongrie, de se procurer les moules de Primatis afin d'en tirer un nouveau jeu de bronze. Les moules vont donc être donnés à la gouvernante des Pays-Bas par l'intermédiaire de Primatis à la fin de 1549, et ils vont arriver au palais de Binche, dont je vous montre ici la grande salle de bal, un portrait de Marie de Hongrie et une médaille représentant Leone Leoni. Donc les moules sont donnés à la gouvernante des Pays-Bas, et Leone Leoni veut en tirer des bronzes pour elle. Mais en réalité, on n'ira jamais jusqu'au bronze, et ce seront simplement des plâtres qui vont être tirés sous la responsabilité d'un sculpteur d'origine italienne qui s'appelle Luc Lange. Et on va notamment tirer des plâtres du Nil et de la Cléopâtre, enfin l'Ariane ou pseudo-Cléopâtre, qui seront placés sous des abris de jardin dans la résidence de Binche. Dans les années 1560, on va commencer à en savoir un peu plus sur l'installation des bronzes à Fontainebleau, puisque les bronzes réalisés d'après l'Antique vont être installés certainement sur l'ordre de Catherine de Médicis, qui est à ce moment-là régente pour ses fils, vont être installés dans un jardin qu'on appelle le jardin de la Reine et qui est tout à fait en bas de l'écran, un jardin régulier à 4 parterres. Et sur le détail de la gravure de Ducerceau, on aperçoit effectivement la présence du Laocoon, placé dans l'axe d'une allée, la présence de l'Ariane, mais également la présence de la Diane à la biche antique, c'est-à-dire qu'on avait mélangé les copies en bronze et un antique qui a été pendant très longtemps le plus bel et le plus grand antique possédé par les rois de France, la fameuse Diane à la biche qui a été offerte au roi Henri II par le pape Paul IV
Et ça, nous le savons grâce au témoignage d'un seigneur espagnol qui était à la cour de France, qui est le duc de Villahermosa, qui a mentionné effectivement ce cadeau diplomatique. À la date où cette gravure est réalisée, dans les années 1570, un certain nombre de bronzes de François Ier ont déjà pris une autre place dans le château, sur laquelle je reviendrai. Mais il faut imaginer probablement que dans les années 1560, Catherine de Médicis avait souhaité réunir dans son jardin, ce qui était le jardin de la reine, l'ensemble de ces sculptures réalisées du temps de son beau-père, le roi François Ier. Carmelo Occhipinti a même imaginé que ces bronzes avaient été placés dans la pergola que vous voyez ici, c'est-à-dire cette construction en bois, mais il semble plutôt que cette pergola ait été destinée à être une volière et non pas un lieu où on abritait les sculptures. Il y a évidemment dans la disposition de ces sculptures dans un jardin quelque chose qui nous est aujourd'hui parfaitement familier, qui connaissons tous les parcs publics peuplés de sculptures, c'est une chose évidemment beaucoup plus extraordinaire au milieu du XVIe siècle. Il y a un caractère exceptionnel à cela en France, bien entendu, et les visiteurs étrangers qui vont venir à Fontainebleau à la fin du XVIe siècle vont être très sensibles à la présence de ces copies d'antiques dans un jardin. C'est quelque chose qui va véritablement attirer les visiteurs étrangers. On n'a pas vraiment de précédent en France à ce genre d'installation. Au début du XVIe siècle, on pouvait voir au château de Bury, au centre de la cour du château de Bury, posée sur une espèce de socle ou de colonne, la copie du David de Donatello réalisée par Michel-Ange, mais il ne s'agissait que d'une sculpture isolée au milieu d'une cour, à la manière d'un cortile italien. Dans les années 1560, le cardinal Antoine Duprat avait aménagé sa villa de Vanves à côté de Paris avec des reliefs sur les murs et des bustes antiques ou pseudo-antiques. Mais là encore, il s'agissait de l'aménagement d'une cour et pas du tout de l'aménagement d'un jardin. Pour retrouver les modèles de ce jardin de la Reine à Fontainebleau, c'est évidemment en Italie qu'il faut aller les chercher. Dans les jardins de la villa du Belvédère, dont je vous montre ici une représentation un petit peu trafiquée, pourrait-on dire, mais tout de même une représentation intéressante à travers le tableau de Hendrik III van Cleef, qui est conservé au musée de Bruxelles. Et le jardin du Belvédère est évidemment le plus extraordinaire, mais il existait bien sûr aussi d'autres jardins à Rome. Le jardin suspendu de la Villa Madame, dont je vous montre le dessin par Martin van Heemskerk, où étaient présentes des sculptures antiques, ou, et là malheureusement je n'ai qu'une mauvaise photo d'un tableau qui est conservé à Prague, toujours d'Hendrik III van Cleef, le jardin des cardinaux Cesi, Federico Cesi, qui avait une collection d'antiques évidemment tout à fait admirable, dont la fameuse Junon Cesi, et les antiques étaient eux aussi disposés dans des fabriques de jardins ou dans les jardins eux-mêmes. C'est donc en Italie, bien sûr, qu'il faut aller chercher le modèle de cet aménagement d'un jardin à sculpture, copie d'antiques en France dans les années 1560. Mais cet état ne va pas durer longtemps. Dès les années donc, 1570, Primatis, qui est encore vivant, va installer les bronzes de François Ier sur la façade de ce bâtiment, qu'on appelle l'aile de la Belle Cheminée, et qui est une aile destinée à cette époque à accueillir les visiteurs qui vont rentrer dans l'appartement du roi. Et donc le grand escalier est évidemment un grand morceau de cérémonie qui va accueillir les visiteurs rentrant pour être reçus par le souverain. On retrouve ici finalement la rhétorique de l'escalier, connue dès l'époque médiévale, par le grand escalier de Charles V au Louvre qui comportait des statues des rois. Ici, ce sont les statues des dieux de l'Olympe qui accueillent le visiteur qui entre dans l'appartement du roi de France. Alors les bronzes que vous voyez ici sur cette façade sont en fait des copies des années 1930 qui ont été réalisées à partir des bronzes de la Renaissance pour ne pas déparer la façade. On avait bien entendu des modèles de cette installation de statues dans des niches en France dès le milieu du XVIe siècle avec
la grotte de Meudon, que vous voyez en partie basse, qui est un bâtiment de primatis, et puis le fameux portique des esclaves du château d'Écouen, où le connétable de Montmorency avait fait intégrer dans des niches les deux esclaves que le roi lui avait donnés, les deux esclaves de Michel-Ange dont le roi lui avait fait don. Donc l'idée d'avoir des sculptures ou antiques ou modernes dans les niches n'est pas quelque chose d'aberrant, mais évidemment ça va prendre à Fontainebleau une place tout à fait particulière. Si on continue à dérouler le fil du temps, à voir comment les sculptures ont été traitées, on s'aperçoit que sous le règne d'Henri IV, elles sont assez dispersées dans les jardins et elles vont être utilisées de manière plutôt décorative. Le Tibre va se trouver au centre d'une composition de fontaines extraordinaires des Franchini au centre du grand jardin, et la Diane à la biche, elle, va faire l'objet d'une copie en bronze par Barthélemy Prieur, parce qu'Henri IV était soucieux de mettre à l'abri, au Louvre, sans doute le plus bel antique des rois de France. Et on connaît des plaintes des visiteurs qui disaient que l'antique était commençait à s'abîmer dans le jardin. Donc c'est une mesure conservatoire de la part du roi d'en faire faire une copie en bronze qui va être installée dans le jardin de la Reine, et l'antique, lui, va être placé dans le cabinet des antiques du Louvre à l'abri. Le milieu du XVIIe siècle, et j'en ai bientôt fini, nous montre le retour de ces bronzes de François Ier dans le jardin de la Reine, à l'instigation d'Anne d'Autriche. Les souveraines, les femmes régentes ont beaucoup compté finalement dans cette histoire, tant Catherine de Médicis que Anne d'Autriche. Et on voit un état de ce jardin de la Reine du temps de la régence d'Anne d'Autriche, avec... nous le voyons en détail, l'Ariane qui est disposée en position centrale, et puis le Spinario et également le Mercure. Vous le voyez en détail sur des petits dessins également que nous avons eu la chance de pouvoir acquérir il y a une quinzaine d'années pour le château, et qui sont des dessins qui sont particulièrement précis pour les socles sur lesquels ces sculptures étaient installées au milieu du XVIIe siècle. Les sculptures, à partir de cette date, ne bougeront plus tellement du jardin de la Reine, et c'est là que la Révolution les trouvera. Sous la Révolution, on va conserver les modèles les plus remarquables, les modèles les plus connus, c'est-à-dire l'Apollon, la Vénus, le Laocoon, l'Ariane, bien sûr, et l'Hercule commode vont être conservés. Les autres vont être envoyés à la fonte, et c'est ainsi qu'on a perdu au moins plus de la moitié des bronzes réalisés pour François Ier. Les bronzes qui ont survécu ont été envoyés au Louvre, où ils ont orné le jardin de l'Infante, puis le jardin des Tuileries, toujours la vocation de ces bronzes à être dans les jardins, avant d'être installés dans les salles du Louvre à partir des années 1870. Et il faudra toute la volonté d'André Malraux, Premier ministre de la Culture en France, pour rapatrier les bronzes de François Ier à Fontainebleau. Parce qu'évidemment, les conservateurs du Louvre étaient très opposés, et le sont toujours, à cette installation des bronzes à Fontainebleau, où évidemment, on n'a pas pu les remettre dans les jardins, c'était impossible, donc ils ont été disposés dans la galerie des Serres, où vous les voyez, qui est un bâtiment qui date d'Henri IV et qui est au plus près du jardin de la Reine, où ils se sont trouvés pendant longtemps. Cette galerie des Serres qui, lors du festival d'histoire de l'art, où peut-être certains d'entre eux se sont rendus, sert de salle à manger pour les communicants. L'histoire se terminerait ainsi, si tout de même, je voudrais juste dire un mot de cela, s'il y a quelques années, en 2009, il n'y avait pas eu à la galerie Kugel cette extraordinaire exposition qui s'appelait Anticomania, dont le décor avait été réalisé par Pierluigi Pizzi, ce qui avait évidemment donné un caractère médiatique remarquable à cette exposition, par ailleurs tout à fait extraordinaire. Et une des héroïnes de cette exposition du marchand Kugel était la double tête de femme que Nicolas et Alexis Kugel avaient acquise à la vente d'Yves Saint-Laurent. Autre caractère médiatique évidemment très important. Et cette tête a été repérée à partir de ce moment comme une fonte de Fontainebleau.
Un article relativement récent de Daniela Gallo dans la revue Horti Esperidum donne une analyse très convaincante de ces sculptures. Elle y voit une double tête, donc réalisée à partir du visage d'un antique très célèbre qui était la Junon de Cesi, donc qui appartenait aux cardinaux de Cesi, et elle a retrouvé une mention de Ulysse Aldrovandi qui nous dit que cette tête avait été reproduite plusieurs fois pour le roi François de France. Donc, effectivement, très probablement, cette tête qui a été achetée en 2011 par le Paul Getty Museum a sans doute été jetée en bronze à Fontainebleau à partir de moulages pris par Primatis. Et Daniela Gallo propose même une position, n'est-ce pas, de cette sculpture qui correspond aux inventaires. Elle aurait occupé l'oculus, la partie ronde, d'une porte menant à un jardin, ce qui fait qu'on pouvait voir la tête, évidemment, des deux côtés. Je suis tout à fait d'accord, je dois bien l'admettre avec ce que dit Daniela Gallo. Il y a simplement 3 choses qui m'ennuient dans cette identification qui relance l'histoire des bronzes de Fontainebleau. C'est d'abord qu'elle l'a fait coller avec une mention des comptes des bâtiments qui ne peut pas être en relation avec la double tête, mais en relation avec un modèle de Rosso qui était destiné à orner la porte dorée. Donc là, la mention de document qu'elle cite à l'appui de sa démonstration ne peut pas coller à mon sens. D'autre part, elle prétend qu'il s'agirait d'un hommage du roi à la duchesse d'Étampes. Je ne crois pas personnellement que la duchesse d'Étampes ait jamais été intéressée par la sculpture antique ou par les bronzes réalisés d'après l'antique. Elle était soucieuse de nuire à Benvenuto Cellini qu'elle détestait, mais je ne pense pas que ça a été un hommage du roi de faire réaliser cette tête. Il n'avait pas besoin de ça. Et ensuite, la grande question est tout de même de savoir comment un bronze comme celui-là a pu quitter la collection royale, puisque dans les années 1720, on retrouve ce bronze dans les biens du grand collectionneur parisien Pierre Crozat, et ensuite dans les biens de son neveu. Or, théoriquement, les biens de la couronne sont inaliénables. Bien sûr, on a des quantités de cas où des œuvres d'art sont sorties des collections de la couronne royale. Mais j'avoue que là, il y a pour moi un petit problème qui n'est pas encore résolu de savoir comment une pièce qui était tout de même très précieuse a pu sortir de la collection royale. C'était une petite conclusion en forme d'épilogue à propos de ces bronzes de Fontainebleau dont l'actualité a été en quelque sorte relancée par l'acquisition de cette extraordinaire tête par le Paul Getty Museum, qui nous rappelle d'ailleurs au demeurant que Fontainebleau n'est absolument pas de taille sur le plan financier pour lutter avec le musée Paul Getty dans ce type d'acquisition. Je vous remercie de votre attention.